Voilà, donc maintenant, il faut passer à la comparaison. On ne va pas vous lire le conte parce que ça prendrait trop de temps. Du coup, je vais juste énoncer les différences qu'on a dans le conte. Donc, on a choisi une version qui date d'un an avant celle de Perrault, qui a été écrite par Catherine Bernard. Elle a été écrite en 1696. Donc, le premier point différent, c'est que l'histoire, elle se déroule en Espagne et non pas dans un royaume quelconque. La belle princesse, qui est bête mais belle, s'appelle Mama, donc déjà elle a un prénom. Ensuite, elle n'a pas de sœur, qui est laide mais intelligente. Ça, c'est aussi une différence majeure. Et dans cette version, elle a aussi pas le pouvoir de pouvoir rendre quelqu'un beau. Enfin, la personne qu'elle aimerait beau. Dans cette version aussi, Mama, elle ne sait pas qu'elle n'a pas d'esprit. Enfin, elle sait que quelque chose cloche, mais elle ne sait pas que c'est parce qu'elle est bête. Dans la version de Perrault, bah justement, on l'a lu, donc elle le sait, et c'est pour ça qu'elle est triste et qu'elle part dans la forêt. Et dans cette version-là, quand elle part dans la forêt, justement, pour se promener comme ça, comme d'habitude, seule, c'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre de Riquet à la houppe, et c'est lui qui lui ouvre les yeux sur son manque d'esprit. Comparé à la version de Perrault, Riquet n'est pas du tout un prince charmant et galant. Il est plutôt assimilé à un monstre. D'ailleurs, le terme de monstre revient très souvent dans cette version. La proposition de l'esprit contre le mariage, donc quand ils font l'échange, ça se fait pas d'un coup comme ça, comme dans la version de Perrault. Il y a une formule qu'elle doit répéter souvent pour devenir plus intelligente. Je vais vous la lire. Toi qui peux tout animer, amour, si pour ne plus être bête, il ne faut que savoir aimer, me voilà prête. D'ailleurs, rien qu'en lisant cette phrase, je me sens déjà un petit peu plus intelligente. Donc, dans cette version-là, donc celle de Bernard, il y a une transformation, mais pas seulement au niveau intellectuel. Donc, quand elle devient intelligente, il y a aussi une transformation au niveau physique, parce que c'était dit son air se dégage, sa position est plus affirmée, et après, elle dit des belles choses, et voilà. Donc, comme dans la version de Perrault, avec son changement, il y a tous les hommes de la cour qui arrivent en masse pour pouvoir l'épouser. Dans la version de Perrault, elle a un amant qui est un époux puissant, riche, spirituel et bien fait. Tandis que dans la version de Catherine Bernard, son amant s'appelle Arada, il a un prénom. Et Arada, en catalan, ça veut dire la charrue. Et la charrue, c'est associé au cycle des moissons, et qui veut dire un recommencement, un nouveau départ. Donc finalement, ça fait sens avec la transformation, parce que c'est un peu une nouvelle personne, et elle prend un nouveau départ dans sa vie. Contrairement à la version de Perrault, cette fois-ci, Mama, donc la princesse, elle se souvient très bien du mariage avec Riquet à la houppe. Et pour elle, quand ce mariage doit arriver, ça la rend extrêmement triste. Tandis que justement dans la version de Perrault, elle avait oublié, et parce que justement elle avait fait cette promesse quand elle était bête, et vu qu'elle était intelligente après, elle a oublié. Et à partir justement de ce terme, donc de ce mariage, les deux versions, elles prennent des chemins complètement opposés. Dans la version de Perrault, ça se finit bien, parce qu'elle décide de l'épouser, Riquet devient beau à ses yeux, et elle a beaucoup d'estime pour lui, il se marie, et ça se finit bien. Tandis que dans l'autre version, la fin, ça se passe pas exactement de la même manière. Donc, un jour, elle entend les paroles de la formule retentir, et elle sait que c'est le moment venu où elle va rencontrer de nouveau Riquet à la houppe dans la forêt. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans le royaume souterrain de Riquet, parce qu'en fait, Riquet à la houppe, dans cette version, c'est le roi des gnomes, et il habite sous terre. Enfin, son royaume est sous la terre. Et il lui met le dilemme de se marier avec lui, ou d'être libre, mais de nouveau bête. Et elle décide alors d'épouser Riquet à la houppe, parce qu'elle préfère perdre son amant en le faisant croire qu'elle est infidèle, plutôt qu'il la méprise par rapport à sa bêtise. À partir du moment où elle épouse Riquet à la houppe, son esprit, donc son intelligence, augmente encore un petit peu, ce qui accroît encore plus son malheur. Riquet, justement, il se rend compte qu'elle n'est pas heureuse, et ça lui rappelle sans cesse sa difformité, et du coup ça lui fait un peu détester les femmes, le mariage, etc. Et il laisse Mama un peu seule.
Mama, elle arrive à contacter Harada, donc son amant, et il vient dans le royaume en se cachant. Du coup, Rika la Houppe n'est pas tout de suite au courant. Mais Mama retrouve la joie et c'est ça qui va alerter un peu Rika la Houppe que y a un problème. C'est pas en fait lui qui a le pouvoir d'adoucir un peu son humeur. Et du coup, pour la punir, parce qu'il découvre qu'il y a Harada, il la punit en enlevant la moitié de son esprit. Et du coup, elle est intelligente seulement la nuit maintenant. Le jour, elle est de nouveau bête. Et du coup, elle s'arrange pour faire dormir Rika la Houppe la nuit avec une espèce d'herbe qui le fait dormir. Et comme ça, la nuit, elle peut se retrouver avec Harada et ils peuvent s'exprimer leur amour éternel l'un à l'autre. Et un jour, ce stratagème de l'herbe ne fonctionne pas. Et Rika la Houppe découvre le stratagème et il décide de transformer Harada en lui donnant une figure similaire à la sienne. Et il échange leur place. Et du coup, Mama ne sait plus qui est qui. Et du coup, elle arrête de se confier son amour, sa haine, parce qu'elle ne sait plus qui est-ce qu'elle doit aimer et qui elle doit haïr. Et le conte se finit comme ça. Donc ça, c'était pour notre comparaison. Ensuite, pour passer à la forme, donc, on a remarqué que c'était un conte de fées, parce que ça fait partie des contes de Perrault. Dans les marques, on a Il était une fois. L'histoire se déroule aussi dans un monde imaginaire, donc c'est un royaume qui n'a pas de nom, c'est juste un endroit comme ça, un peu hors du temps. Il y a la présence de la fée, des dons, des pouvoirs, et on a aussi la reine, la princesse, le roi qui n'ont pas de nom. Il y a juste Riquet qui a un nom en fait. Et dans cette histoire, il y a 3 lieux. Il y a le premier royaume où il y a Riquet naît. Ensuite, on a le deuxième royaume de la princesse, et on a un lieu très important, c'est celui de la forêt. C'est le lieu où il y aura toutes les transformations et les métamorphoses, où on offrira aussi les choix et où la princesse se réfugie. Pour nos thèmes, le thème principal qu'on a trouvé, c'était celui de la métamorphose, qui est souvent présent dans les contes. Et on a quelques exemples dans le livre, notamment leur perfection crue aussi avec elle, les défauts augmentèrent aussi beaucoup avec l'âge. Un changement si subit et si extraordinaire, elle s'est sentie tout autre qu'elle n'était auparavant, ce changement, et on a aussi à un endroit le terme de métamorphose avec un M majuscule, parce que c'est vraiment la métamorphose. On a aussi un champ lexical de la galanterie, qui peut... je trouve pas le mot. Qui peut faire sous-entendre qu'il y a un amour courtois. Donc, par exemple, toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, une conversation galante et soutenue avec Rika la Houppe, avoir le plaisir de la voir et de lui parler, etc. Et tout ça, ça nous laisse une piste sur l'amour courtois. Ensuite, on a les thèmes un peu secondaires, celui notamment de la pauvreté, qui est plutôt la pauvreté d'esprit, qui est alimentée par la tristesse. Et on a aussi après les oppositions et la dualité qui se situent surtout entre les personnages. Par exemple, on a une princesse qui est belle mais qui est bête. On a une autre princesse qui est laide mais intelligente. Et on a aussi Riquet qui est laid mais intelligent. Et tout ça, c'est des oppositions. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt de l'explicite du conte. Donc, comme on le sait déjà tous, les contes de Perrault sont destinés aux précieuses de la cour de Louis XIV. Donc, le fait que le premier personnage principal qu'on rencontre soit un garçon est étonnant. Car les précieuses n'auront pas de modèle féminin dès le début. Alors, pour ce conte, on a 2 grandes hypothèses. La première étant que les précieuses ne doivent pas se fier aux apparences de leur mari, et que c'est pas parce que leur mari est laid ou qu'il est beau qu'il n'a pas ou qu'il n'a de l'intelligence ou de l'esprit. Or, le grand problème, c'est que à la cour de Louis XIV, l'apparence est un très grand facteur dans la cour. C'est même, on dirait que l'apparence devient plutôt la fondation de la cour. Les apparences de la femme seraient trompeuses dans le texte. Ce n'est pas parce qu'elle est belle ou
Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est intelligente, et vice-versa. Comme on peut le voir dans le texte avec les deux sœurs, qui sont des princesses. Alors, pourtant, pour les précieuses, ce conte serait une sorte de guide de comment vivre à la cour si on est laide. Puisque le seul moyen d'être apprécié à la cour si on est laid est par la connaissance. Par exemple, à la cour, on aime, comme dit dans le conte, après 15 minutes d'avoir vu la belle princesse, les gens bougeaient vers la princesse qui avait plus, qui avait plus d'esprit. Et se lasser assez rapidement de la princesse belle. Cette connaissance peut même surpasser la beauté physique. À la page 61 du livre, aux lignes 5 à 8, on peut voir que même que l'aînée soit belle, c'est la cadette qui l'emporte la plupart du temps. Donc je vais lire. Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune personne, cependant la cadette l'emporterait presque toujours sur son aîné dans toutes les compagnies. Alors, la leçon à retenir de ce conte est par rapport à la première moralité, est que l'esprit rend beau à travers l'amour. Car tout ce qui est beau dans ce qu'on aime car tout ce qui est bon dans ce qu'on aime et ce qu'on aime a de l'esprit. Dans le conte, c'est seulement parce que Riquet aime la belle princesse qu'elle gagne de l'esprit, de même que Riquet devient seulement plus beau, bien sûr aux yeux de la princesse, grâce à l'amour qu'elle éprouve pour lui. Donc l'amour aurait un pouvoir de métamorphose sur la beauté. Pas seulement la beauté physique, mais la beauté physique et morale. La transformation de la beauté physique est seulement visible par la personne qui est amoureux, pendant que, comme on le voit avec Riquet, pendant que la transformation de l'esprit est visible par tous, comme on l'a vu avec la belle princesse quand elle est retournée au royaume. Donc Perrault dit que la beauté morale est plus importante que la beauté physique, et que avoir de l'esprit permet de vivre à la cour de Louis XIV, quelle que soit l'apparence de la personne. Donc, après avoir maintenant parlé de l'amour, il y a une deuxième hypothèse qui est plus axée sur les inégalités sociales. Alors, au temps de Louis XIV, on est beau comme on est riche, ou aristocrate plutôt. Tout cela est donné c'est comme une sorte de destinée. On ne choisit pas de la situation dans laquelle on est. Et c'est en quelque sorte une sorte de destinée. Pour les inégalités sociales, il y a deux messages qu'on peut développer. La première s'adresse plutôt aux précieuses, dans le sens qu'elles doivent être contentes de leur situation, et qu'elles doivent être contentes de leur situation. Si elles sont aristocrates, elles ne peuvent pas changer ce fait, et qu'elles doivent en profiter du fait qu'elles sont aristocrates. Mais l'autre hypothèse serait plutôt de dire que ce serait une dimension plutôt de la propagande qui dit que si on dit que ces inégalités sont injustes par rapport aux précieuses, cela ne les affecte pas, parce que à cause de leur statut, elles ne connaissent pas la pauvreté en dehors de Versailles. Donc le message serait de laisser les choses de l'extérieur qui sont moches ou laides aux personnes de l'extérieur, et de tomber amoureux et de profiter de la vie à la cour. Tout est beau à la cour du roi, et vivons bien. Si les choses ne sont pas belles en dehors de Versailles, c'est pas les problèmes des personnes à Versailles, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, on va passer à l'implicite, donc le message que Perrault aurait pu cacher dans le conte. Pour ça, je vais partir des symboles. Déjà,
Riquet, comme on l'a vu dans la première version, il incarnait un peu une présence maléfique. C'était le roi des gnomes. Et dans Riquet, on pourrait se demander si ce ne serait pas une sorte d'incarnation humaine du diable. Il y a plusieurs symboles qui peuvent nous mener sur cette piste, notamment avec la houppe qu'il a sur la tête, qui pourrait être comparée à une corne peut-être, le diable. Aussi avec le radical Ric, dans son prénom, qui serait un radical qui se retrouve dans tous les codages diaboliques anciens. Et dans la première version, son royaume il est aussi sous terre, et du fait que les cuisiniers qui le servent sortent de sous terre dans la version de Perrault, ça pourrait de nouveau porter à se questionner sur le fait qu'il pourrait représenter le diable. Et puis il y a aussi sa couleur de cheveux rousse. Elle n'est pas mentionnée dans le conte de Perrault dans cette version-là, dans cette édition, mais dans d'autres éditions, j'ai vu que la couleur des cheveux rousses, elle apparaissait, donc je ne sais pas si c'est des éditions qui changent, mais apparemment il aurait les cheveux roux, donc roux qui serait la couleur du diable. Et du coup, qu'est-ce que Perrault voudrait dire avec cette présence maléfique dans le conte ? C'est une présence qui manie la parole, donc de nouveau ça associe ce personnage au malin, donc au diable. Il contredit un peu la religion, et du coup comment ce mal il est perçu dans le livre, enfin dans le conte. Ce mal il est plutôt considéré d'une bonne manière, du fait qu'il donne l'intelligence, et il donne l'esprit, la spiritualité, et la belle princesse en tombe amoureuse et elle va finir par l'épouser. Du coup, à Versailles, on crée un nouvel homme, l'honnête homme, comme on dit, mais les femmes se métamorphosent aussi, dans le sens que maintenant on ne veut pas des femmes vides d'esprit, on veut avoir des conversations, des dialogues avec ces femmes, donc, qui sont les précieuses. Et du coup, on leur dit qu'elles sortent de leur couvent. On ne veut plus seulement des beautés creuses, mais on veut quelque chose de plus profond, entre guillemets. Et du coup, ce serait plutôt justement la valorisation de cet aspect spirituel. Et on peut faire un parallèle avec la version de 1764 de Voltaire, de la version du même conte qui s'intitulait « Ce qui plaît aux dames ». Donc ça pourrait être un message d'émancipation aux femmes, de plus se baser sur la spiritualité. De nouveau, on pourrait faire un parallèle avec les liaisons dangereuses, avec Merteuil, qui justement, comme le groupe d'Adèle, je crois, qui prône l'intelligence, on va dire. Et du coup, Riquet à la houppe, c'est en quelque sorte la réhabilitation du mal. La belle princesse, maintenant, si on dit que Riquet à la houppe c'est le diable, eh ben, elle aurait goûté à la connaissance du bien et du mal. Donc, dans un contexte religieux, on pourrait dire mais elle a fait le mal. Mais est-ce que vraiment elle a fait le mal ? En tout cas, dans la version initiale du conte, elle se retrouve punie pour ce qu'elle a fait. Elle souffre beaucoup de sa situation, du fait qu'elle a accédé à la connaissance. Tandis que dans la version de Perrault, le mal il est réhabilité dans le sens que c'est une personne qui a de l'esprit et qui peut s'en sortir. Et il transmet son savoir qui rend la personne qui reçoit son savoir, donc la femme, heureuse. Du coup, ça, on ne peut pas le dire explicitement parce que sinon, c'est clair que les hommes d'église, ils iraient vers le roi et diraient que c'est un message subversif et que c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que c'est implicite. De nouveau, dans le sens que Riquet, ça pourrait être le diable, c'est notamment par son apparence. On dit qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine, qu'il a une bosse, qu'il boite, il a des yeux louches, il a un gros nez rouge, ce qui contraste fortement avec sa spiritualité, donc nouveau l'apparence du diable. Et nouveau, comme Alison disait dans la partie concernant la forme, il y a beaucoup de dualité et
on dirait que ça porte à une des thématiques qui revient souvent dans les contes, c'est le bien et le mal. Et cette dualité, ça comporte le chiffre 2, entre guillemets. Et Hugues de Saint-Victor, en 1096, il a dit que le 2 est le premier nombre à s'écarter de l'unité et par cela, il symbolise le péché. C'est aussi le premier nombre qui admet la division et par là, il symbolise les choses corruptibles. Et cependant, on voit que cette dualité, elle amène au savoir et que ce savoir, selon Hugues de Saint-Victor, ça pourrait être le péché, mais pourquoi pas accéder à la connaissance. Ensuite, à la page 66, la belle princesse dit que vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne le voyais. Donc, on pourrait se poser la question si elle regrette de sa prise de connaissance. Et explicitement, ça renverrait justement à cette idée du péché, que la femme est punie, comme dans Adam et Ève, et que la femme, elle est condamnée. Mais implicitement, elle a déjà la connaissance, elle a déjà accédé au savoir. Et même si tous les hommes d'église ils disent aux femmes qu'on va souffrir, enfin, que les femmes de l'époque, elles allaient souffrir, elles allaient être brûlées, la Bible, fondamentalement, elle dit pas ça. Et puis, effectivement, les femmes, elles connaissent les choses de la vie, elles ont le bénéfice du savoir, de la connaissance du bien et du mal. Ça pourrait d'ailleurs rejoindre un peu l'esprit libertin. Mais en conséquence, elles peuvent prendre des choix, elles peuvent être conscientes, intelligentes, réfléchies, et c'est notamment grâce au savoir, à l'éducation. Et du coup, le message principal du conte, je dirais, c'est que c'est l'émancipation de la femme au niveau spirituel.